Bonjour à vous tous et toutes. Je pense que Daniel a bien mis la table pour nos prochains conférenciers que nous allons avoir ce matin. Ceux qui ne me connaissent pas, Daniel Demers, le petit nouveau du service santé-sécurité. Mais en bout de ligne, ce que Daniel a apporté, effectivement, c'est toute une mobilisation qui s'est faite au Québec. Je suis de retour au service santé-sécurité, mais j'ai été là pendant 10 ans. Puis quand je regarde, quand on dit que le ministre s'est inspiré des travaux du CCTM, j'étais au CCTM à l'époque quand on a travaillé sur ce projet de loi-là. Et on est loin des travaux du CCTM, ça je peux vous le dire. Et nos prochains invités vont vous présenter le projet de loi 59 et son avenir et qu'est-ce qu'il va falloir faire exactement par rapport à ça. Donc, on a avec nous Maxine Wysotsky-Charlebois, qui est avocate et candidate au doctorat à l'Université d'Ottawa. C'était une des étudiantes de Catherine Lippel. Donc, ça nous fait extrêmement plaisir de l'accueillir avec nous ce matin pour parler du projet de loi 59. Et elle est accompagnée de Daniel Cloutier, qui est le responsable santé-sécurité et le coordonnateur du service de défense des accidentés du travail pour le syndicat Unifor. Donc, allez-y, la parole est à vous, mesdames, messieurs. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Ça me fait très plaisir d'être ici. On va commencer, donc on rentre dans le vif du sujet. Donc, c'est encore projet de loi, mais effectivement, c'est adopté. Je voulais quand même vous faire un petit historique. C'est un projet de loi, donc le projet de loi 59 qui est déposé le 27 octobre 2020 après des commissions parlementaires, des études détaillées, beaucoup d'amendements, des heures et des heures en commission. Ça a finalement été sanctionné le 6 octobre 2021. Donc, on a maintenant effectivement une loi. Je veux quand même qu'on parle, donc c'est quoi cette loi-là que je vais encore appeler le projet de loi sûrement parce que je ne me suis pas encore habituée, mais elle vient modifier deux lois clés qui sont vraiment les socles de notre régime de santé et de sécurité du travail. Donc, on a la loi sur la santé et la sécurité du travail. C'est une loi qui a été adoptée en 1979, alors que la LATMP, donc la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, elle est adoptée en 1985. La LSST, vous le savez, c'est prévention. On y retrouve donc les mécanismes forts qui n'ont jamais été mis en application au complet, mais on y retrouve aussi le droit de refus d'exécuter un travail dangereux. On y retrouve le programme pour une maternité sans danger, le rôle de l'inspectorat et différentes infractions pénales en cas de violation d'une disposition de la loi. La LATMP aussi, donc, entre en vigueur en 1985. Ce qui est à la base de cette loi-là, c'est un compromis donc, qui a été fait, une transaction entre les travailleurs et les employeurs, où les travailleurs, ils ont accepté d'être pas indemnisés complètement. Mais en échange de cette indemnisation certainement imparfaite, on n'avait pas à démontrer la faute de l'employeur, on ne peut pas se faire reprocher sa propre faute. Puis en échange de ça, on a des employeurs qui ne peuvent pas être poursuivis au civil, mais qui vont donc financer un régime. Sur le plan institutionnel, c'est la CNESST, donc depuis 2016, qui met en œuvre ces deux lois-là. Et sur le plan juridictionnel, donc, c'est le tribunal administratif du travail. Un des enjeux importants avec le projet de loi, c'est que c'est la première fois qu'on va modifier simultanément ces deux lois phares-là. Donc, c'est la première fois qu'on a LSST et LATMP qui sont modifiés simultanément. Et ce que plusieurs craignaient et ce qui s'est finalement avéré, en lisant même simplement l'analyse d'impact réglementaire, qui est donc un document qui a été déposé, donc je vais vous reparler un petit peu tantôt par le gouvernement quand il a déposé son projet de loi, ce qu'on voit, c'est que les coûts générés par la mise en place donc de nouvelles mesures en prévention, bien qu'imparfaites, Daniel va vous en parler, c'est compensé par une réduction des coûts en indemnisation. Donc, on demande aux travailleurs blessés et malades de payer, de financer une meilleure prévention. Et je vous mets des guillemets parce qu'on va en parler tantôt. Très brièvement aussi, là, pour prendre un petit pas de recul sur ces deux lois-là,
Je vous cite une très vieille étude, bien, très vieille, quand même 2000, donc, mais il n'y en a pas eu des plus récentes qui ont fait ce genre d'analyse-là. On a étudié 63 régimes en Amérique du Nord qui s'intéressaient donc à la santé et sécurité du travail. En prévention, on était 63e sur 63, c'est pas fort. Plusieurs faiblesses avaient été identifiées dans ces études-là. Ce qu'on notait, entre autres, c'est des mécanismes de prévention qui, comme votre président le mentionnait, ça fonctionne pour les secteurs 1 et 2, mais ils n'ont jamais été étendus à d'autres milieux de travail, ce qui fait en sorte que dans les secteurs 4, 5, 6, bien, il n'y a aucun mécanisme de prévention. Ce sont, soit dit en passant, des secteurs où les femmes sont surreprésentées, ce qui fait en sorte que près des 3/4 des travailleurs ne sont pas couverts par aucun mécanisme de prévention, même si c'est la moitié des lésions qui touchaient ces groupes-là en 2018. Donc, on a des faiblesses au point de vue des mécanismes de prévention. Et un autre élément, c'est que les amendes sont les plus faibles au Québec que partout ailleurs au Canada. Donc, un employeur qui contrevient à la loi, on ne lui frappe pas très, très fort sur les doigts. En indemnisation, par exemple, 10e sur 63e, c'est quand même vraiment pas si mal. Là, ça serait intéressant de refaire l'étude, puis une fois que la loi sera mise en œuvre complètement, donc au cours des prochaines années, moi, j'ai l'impression qu'on ne va pas se retrouver en aussi bonne position. Il y a des qualités indéniables à notre régime. On couvre la majorité des travailleurs et des travailleuses. C'est 94 des travailleurs et des travailleuses au Québec qui sont protégés par la loi. On a aussi un plancher d'indemnisation, ce qui veut dire que si je suis un nouvel arrivant, que je travaille peu ou depuis pas longtemps, bien, mon indemnité de remplacement de revenus va quand même être calculée sur le salaire minimum. Donc, ça, c'est pas rien. Les deux derniers éléments, contrairement à d'autres provinces, on respecte l'opinion du médecin traitant. Et le tribunal d'appel, il est indépendant, donc il n'est pas lié par des politiques de l'organisme, donc de la CNESST. Ça, vous allez voir, on va y revenir, c'est des éléments qui sont mis à mal par la nouvelle loi. Donc, Daniel, je te cède la parole. Merci. Vous voyez le titre, hein? Nouvelle LSST, on n'a pas fini de mourir. De la poudre aux yeux pour certains, certaines, et des reculs pour les autres. En fait, Maxime vient de vous le dire, on est 63e sur 63. Il n'y a rien qui nous indique qu'on va changer de position. Donc, on va rester fort probablement 63e sur 63. C'est très technique, hein, vous le savez, Daniel en a mentionné, c'est pas sexy, c'est lourd, c'est technique. On a essayé de faire ça pour rendre ça là, accessible. Maintenant, je veux saluer le travail qui a été fait à l'FTQ avec l'équipe d'Annie et vous dire qu'il y a des, pour ceux qui ça intéressera et ceux qui voudront aller, merci, plus dans le détail, il y a des documents 3 colonnes qui comparent article par article l'ancienne loi, les amendements qui ont été adoptés et qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce que ça devrait générer. Donc, s'il y en a qui veulent vraiment aller dans le fin détail, bien, juste à nous faire signe, là, puis on pourra rendre ça là, disponible. OK, il faut quelques avancées dans le projet de loi. Il faut quand même rendre à César ce qui est à César, mais vous allez voir, ce n'est pas beaucoup. Premièrement, la loi va dorénavant s'appliquer aux étudiants et stagiaires. On va devoir tenir compte et les protéger adéquatement. C'est une avancée. Donc, ça, c'est quelque chose là qu'il faut saluer. Ça entrera en vigueur en octobre 2025. La loi va dorénavant s'appliquer à certaines travailleuses domestiques. Ça serait en vigueur. Mais en même temps, je dis certaines travailleuses domestiques parce que c'est toujours pas clair à savoir est-ce que vraiment ça va les aider. Notamment parce qu'il y a l'introduction d'une mesure de 400 heures. Donc, si je travaille pour le même particulier pendant 400 heures, je deviens protégé par la loi. Maintenant, bien, il se passe quoi à 398 heures quand il réalise que dans 2 heures, je vais coûter X % de dollars plus cher? Ça, c'est pas clair. Fait que c'est pas évident qu'on les sorte de la précarité dans laquelle elles étaient déjà, malheureusement. Application de la loi au télétravail, sous réserve de dispositions inconciliables. Et là, on ne sait pas encore ce que ça veut dire. Il y a probablement des années de jurisprudence à développer là-dessus. Mais en théorie, la nouvelle loi dit que ça couvre le télétravail, sauf en présence de dispositions inconciliables.
Et là, on ne définit pas qu'est-ce qu'une disposition inconciliable. Donc, par exemple, si je suis un employeur et que là, je ne peux pas rentrer chez vous pour décider comment tu vas vivre dans ta maison parce qu'il faut que je te protège, bien, ça n'en fait-tu une disposition inconciliable? Probablement. En tout cas, on peut espérer qu'il y a des employeurs qui vont faire des choux gras en argumentant que parce que je n'ai pas contrôle dans sa maison, bien là, c'est inconciliable. Reconnaissance des risques et des dangers psychiques. J'ai mis vigueur octobre 2025. Bon, en théorie, ça rentre là, sauf que, on va le voir plus loin, les employeurs n'ont pas l'obligation de développer des programmes de prévention avant 2025 et c'est vraiment dans les programmes de prévention qu'on verra comment ça va s'articuler, ça, la prévention des risques psychiques. Et finalement, reconnaissance des risques et des dangers associés à la violence physique, psychologique, conjugale ou familiale et sexuelle. C'est en vigueur. C'est une belle avancée. Hein? On n'ira pas ça. Par contre, comment ça s'articule? Encore une fois, ce n'est pas clair. Les programmes de prévention n'existent pas. Et comment qu'on va réellement avoir une activité prévention, santé, sécurité en termes de violence conjugale, par exemple, bien, ça reste tout à définir. OK. Au-delà de ça, regardons la loi en fonction de ce qu'on estimait être, puis qu'on estime encore être les 4 piliers d'une démarche en santé et sécurité, d'une part, mais aussi qui faisait état de nos revendications. Je commence donc par le programme de prévention. Selon l'ancienne loi, les programmes de prévention élaborés prioritairement et approuvés par le Comité de santé et sécurité, et c'était applicable uniquement aux groupes prioritaires 1 et 2. Donc, ce qu'on voulait, c'est que ça soit étendu à tout le monde. Donc, chaque milieu de travail ait l'obligation de développer un programme de prévention spécifique et qu'il soit approuvé par le Comité de santé et sécurité. Donc, que ce soit paritaire. Dans la nouvelle loi, fin du paritarisme. Les travailleurs, travailleuses peuvent émettre des recommandations, mais c'est l'employeur qui décide, sauf pour les EPI qu'on va porter. Donc, ils nous ont reconnu qu'on a encore le droit de choisir nos bottes. Mais pour le reste, c'est l'employeur. Et là, consultation. Je ne sais pas dans vos milieux de travail, mais moi, je connais énormément de milieux de travail où le boss te consulte. Il te dit lundi qu'il veut te faire une vacherie le mercredi. Il te donne la chance de te dire le mardi, « Hey, ça n'a pas d'allure ton affaire », puis le mercredi, il fait pareil. Donc, ça, c'est de la consultation patronale, bien souvent. Pour les établissements de moins de 20 travailleurs, travailleuses, on ne parle même pas de plan de prévention, là. On parle d'un plan d'action. Donc là, c'est un plan de prévention édulcoré. C'est bien en bas de ce que devrait être un plan de prévention. Donc, le paritarisme, au niveau de ça, l'implication locale de nos travailleuses, de nos travailleurs dans la défense de leurs droits et dans la protection de leur santé, de leur sécurité, bien ça, on repassera. Hein? Oups, je pense que j'ai sauté une slide, ça se peut-tu? Ah oui. OK. OK, ça, je l'ai dit. C'est pas me perdre. OK, c'est pas mal ça. Maintenant, deuxième pilier de la loi, programme de santé spécifique. Actuellement, bien, seulement dans l'ancienne loi, on est obligé de dire ça de même maintenant, il y avait une obligation de mettre en place un programme de santé spécifique à l'établissement qui était basé sur les recommandations du médecin responsable de l'établissement et le programme de santé s'élaborait de manière paritaire par le comité santé-sécurité, encore une fois. Eh bien là, le médecin responsable, ça disparaît. Ça devient, c'est encore là, mais c'est plus nommé. Ça ne sera plus nommé par les représentants, par le comité santé-sécurité. Ça ne nécessite plus une approbation de tout le monde pour choisir un médecin responsable. On va rentrer plus spécifiquement là-dedans tantôt, mais le médecin responsable, essentiellement, il va être nommé par l'employeur sur une liste qui sera produite par les autorités compétentes, notamment la santé publique. Et il pourrait se glisser sur cette liste-là des médecins patronales qui pourraient être choisis par les entreprises pour être le médecin responsable dans le milieu de travail. Et donc ça, encore une fois, ça vient remettre en question le paritarisme. Maintenant, dans la nouvelle loi, c'est un programme de santé qui est élaboré par la CNESST.
Donc, les particularités de votre milieu de travail, de votre usine, ne sont plus tenues compte. Là, c'est un one size fit all et tu espères rentrer dans la boîte. Vous avez entendu le docteur hier qui nous disait que si on ne rentre pas dans la boîte, on essaie de faire d'autres boîtes. Bien là, ils vont nous faire une boîte. Il va falloir rentrer dedans. Déploiement des programmes de santé selon des ententes cadres entre la CSST et les CIUS. L'entente détermine notamment l'implication du médecin chargé et de la santé au travail. Donc, la CSST, pour faire en sorte que ça se transmet jusque dans le champ, va faire des ententes avec les réseaux de santé. Et encore là, on n'est pas là. On ne discute pas de... Et ces ententes-là vont décider jusqu'à quel point le médecin va pouvoir être impliqué dans le milieu de travail ou pas. C'est une diminution, donc, de la portée du programme de santé spécifique et de l'administration. Donc, on réduit pour ceux qui l'ont déjà et on donne de quoi qui ne sera pas vraiment fonctionnel à ceux qui ne l'avaient pas. Donc, ça ne permettra pas à personne de continuer ou d'avoir les avantages reliés à ça. L'ancienne loi, le médecin responsable de la mise en place du programme de santé choisi paritairement par la CSS, je viens de le dire. Dans la nouvelle loi, le médecin chargé de travailler est nommé par l'employeur à partir d'une liste établie par le ministère de la Santé et constitué de médecins volontaires membres d'un département clinique de santé publique. Donc, la santé publique essaie d'être rassurante. Ils nous disent, écoutez-vous pas, on a des barrières, on a des critères, on ne laissera pas passer n'importe qui. Sauf qu'on rentre dans une autre dynamique. Là. Au lieu d'être le CSS qui approuve un médecin, bien là, il y a des critères de collège de médecins, de copinage entre certains médecins, de se protéger les uns les autres, etc., comme on peut voir dans différents groupes. Donc, est-ce qu'effectivement, la santé publique et les directeurs de santé publique vont avoir le pouvoir, le courage et tout ce qui vient avec de dire, toi, le médecin, là, qui est tout à fait qualifié pour opérer au Québec, je ne veux pas t'avoir dans la liste parce que tu es trop teinté patronal. Bien, il risque d'en avoir. Et là, si moi, je suis un employeur, puis j'ai le choix d'une liste, puis dans la liste, là, oh, mon Dieu, hein, le docteur est là, je vais prendre lui. Bon, on va risque de se retrouver avec ces médecins-là qui, curieusement, eux autres, vont en avoir du temps pour appliquer les programmes de santé. Fait que, encore une fois, ce n'est pas du tout à l'avantage de nos membres. Dans le programme de santé spécifique, dans l'ancienne loi, le médecin responsable intervient à la demande du comité santé-sécurité du travail ou dans les cas de déficience constatée dans les conditions de santé, de sécurité, de salubrité. Donc, le CSS pouvait dire, on a un problème, le doc vient nous voir, ou le doc pouvait remarquer une déficience. Et là, je vous soumets qu'une déficience, c'est un mot relativement doux, là, dans le sens que ça peut être très large, une déficience. Bon, dans la nouvelle loi, le médecin en charge n'intervient qu'en cas de danger. Vous voyez la différence entre déficience et danger. Une énorme différence. Et fin de la visite régulière obligatoire. Il soumet un rapport de ses activités à la demande. Donc, même si on ne l'appelle pas, dans l'ancienne loi, il fallait qu'il vienne faire un tour de temps en temps. Là, il ne vient plus. Et on n'a plus le pouvoir de le convoquer non plus. Fait quand est-ce qu'il va venir? Et il intervient seulement s'il y a un danger. Je vous soumets un exemple. Je travaille, je suis exposé à l'amiante. Je suis en danger? De mon point de vue à moi, oui. Je suis en danger, je suis en train peut-être de me contaminer à l'amiante. Mais dans la définition légale du danger, l'amiante, elle va me tuer dans 25 ans. Je ne suis pas en danger, ce n'est pas imminent, je ne mourrai pas dans la nuit. Et donc, le médecin intervient-tu si je suis pogné dans l'amiante? Parce que ce n'est pas un danger, puis je n'ai pas le pouvoir de le convoquer. Il se passe quoi? Bien, encore une fois, on vient de diminuer. Et donc, ça peut paraître intéressant pour ceux qui n'avaient rien, mais ça ne leur permettra pas de vraiment là, travailler sur leurs problématiques. Donc là, on vient de voir deux piliers de la loi. On va rentrer dans un troisième. Les comités de santé et sécurité. Et ça, pour nous, c'est une pierre angulaire. C'est ce qui permet aux gens, localement, de prendre en charge leur destinée. Donc, dans l'ancienne loi, il y avait l'obligation de créer un comité santé et sécurité pour tout établissement comptant 20 travailleurs, travailleuses et plus, mais c'était seulement applicable aux groupes 1 et 2. Ce qu'on voulait, c'est que ce soit applicable à tout le monde. Et là, dans la nouvelle loi, obligation de créer un comité santé et sécurité pour tout établissement comportant 20 travailleurs et plus. Donc, ça a l'air d'être un gain. Hein? En théorie, vous allez me dire, mais voyons, pourquoi tu chiales, Cloutier, on l'a. Bon.
L'ancienne loi, quand est-ce que ça se rencontrait un comité de santé et sécurité? Ça se rencontrait dans les 3 jours suivant l'événement, un décès ou un accident très grave, selon l'article 62. Pour les établissements de moins de 25 travailleurs, ça se rencontrait aux 3 mois. Pour les établissements de 25 et 100 travailleurs, il y avait une rencontre aux 2 mois. Et pour 100 travailleurs et plus, c'était une rencontre à chaque mois. Dans la nouvelle loi, à moins d'entente entre les parties, donc ça veut dire les travailleurs, travailleuses localement et l'employeur, ça va être une réunion aux 3 mois. Donc, on voit qu'il y a une perte en termes de nombre de rencontres pour à peu près tout le monde. Ceci jusqu'au développement d'un règlement applicable qui devrait être voté par le CA de la CNSST d'ici 3 ans. Ça, c'est les travaux que Daniel nous parlait tantôt. On n'a pas fini de travailler. On va en parler un peu plus du CA tantôt. Et il y a une clause grand-père qui va protéger les groupes qui sont actuellement prioritaires, mais pour une durée de 4 ans. Donc, c'est dans la pensée magique du ministre, dans 3 ans, on va avoir un nouveau règlement que tout le monde va être fou, hein, content, que ça va être beau. Puis là, on n'aura plus besoin de la clause grand-père. Maintenant, il se passe quoi s'il n'y a pas d'entente dans 3 ans? Hein? Puis qu'on arrive à la fin de la clause grand-père, puis qu'il n'y a encore rien de réglé. Bien, il n'y a plus de clause grand-père. Il va se passer quoi? Bien, tous les groupes 1 et 2 vont se mettre à reculer. Et je vais revenir au CA, ce qu'il va avoir à faire là-dessus dans pas longtemps. Donc, ça, c'est pour les comités santé et sécurité. Si je continue les comités santé et sécurité, dans l'ancienne loi, le nombre de membres qui siégeaient sur un comité santé et sécurité, il était fixé par règlement. Dans la nouvelle loi, le nombre de membres du comité, ça va être selon une entente entre les parties, à défaut d'entente fixée par règlement. Mais le règlement, on ne l'a pas vu encore, personne. Le règlement fait partie de ce qui devra être entendu d'ici 3 ans dans CSST, au CA. Donc, c'est quoi le règlement? On ne le sait pas. Encore une fois, clause grand-père pour protéger les groupes prioritaires 1 et 2, mais pendant 4 ans. Comité de santé et sécurité, je continue. L'ancienne loi, dans les fonctions du comité de santé et sécurité, il devait approuver le programme de santé spécifique. Il choisissait le médecin responsable et il déterminait le programme de prévention. Dans la nouvelle loi, il n'approuve plus le programme de santé spécifique. Il nomme plus le médecin qui est en charge. Il collabore à l'établissement d'un programme de prévention et soumet des recommandations à l'employeur. Et formation, par contre, l'État, la CSST dit, par contre, je vais former. Là. Le monde qu'on va mettre là-dessus, là, il va devoir avoir une formation. L'employeur, tu vas payer pour la formation. Puis c'est nous autres, la commission, qui va déterminer le contenu de cette formation-là. Bien, arrêtez pas d'aller au cours de formation syndicale tout de suite, hein, parce que je ne suis pas sûr que le contenu de ce que la CSST va mettre là-dedans va équivaloir à ce qu'on véhicule, nous, comme message. Maintenant, collabore à l'établissement d'un programme de prévention et soumet des recommandations à l'employeur. Sur vos comités de santé et sécurité, là, c'est paritaire. Quand la partie patronale décide qu'elle botte, êtes-vous capable d'arriver à une recommandation quelque part? Ah non. Il faut que les deux soient d'accord. Fait que comment le CSS va envoyer des recommandations à la haute direction? Quand tous les boss qui vont être là, qui ont peur de se mettre la tête sur la bûche, puis qui ne veulent pas aller se confronter avec le siège social, vont bloquer tout. Il n'y aura jamais de recommandation qui va sortir de là, ou très peu. Fait que c'est loin d'être une avancée. Je continue maintenant avec le représentant à la prévention. Ça aussi, c'est une pierre angulaire de toute démarche en santé et sécurité, selon nous. Donc, dans l'ancienne loi, c'était applicable uniquement aux groupes prioritaires. Donc, les groupes 1 et 2 avaient droit à un représentant à la prévention. Dans la nouvelle loi, il devra y avoir un représentant à la prévention, mais qu'on va appeler dorénavant un représentant santé et sécurité pour tout établissement comptant plus de 20 travailleurs-travailleuses. Et il y a un nouvel agent de liaison en santé et sécurité qui est développé, un nouveau concept pour les établissements qui comptent moins de 20 travailleurs et travailleuses. Donc, c'est un peu un représentant à la prévention édulcoré. Encore une fois, dans la loi actuelle, si ton représentant en prévention, moins de 20 travailleurs dans ton milieu de travail, c'était 2 heures par semaine. Et là, si je vais d'une catégorie qu'on voit souvent de nos jours, 21 à 50 travailleurs, j'avais le droit à 3 heures par semaine pour faire de l'activité de représentant en prévention. Donc, la nouvelle loi, à moins d'entente entre les parties, il y a une période transitoire.
Et la période transitoire va faire en sorte que c'est environ le quart du temps qui est prévu pour les groupes actuels 1 et 2 qui va être accessible pour cette période transitoire-là qui devrait, en théorie, durer 3 ans. Donc, si je me retrouve dans un milieu de travail entre 21 et 50 travailleurs, le quart de 3 heures, ça donne à peu près, prof de même, 3/4 d'heure, ça là. Hein? 40 minutes, mettons. Donc, je vais avoir accès à un représentant en prévention 40 minutes par semaine. C'est quoi tu fais en 40 minutes? Hein? Tu fais quelle inspection de ton milieu de travail en 40 minutes? 40 minutes, des fois, l'ordinateur prend juste 5 minutes pour ouvrir. Tu sais, juste pour aller voir ton procès-verbal. Puis là, tu vas l'avoir ouvert, tu vas l'avoir lu, puis il faut que je fasse une tournée d'usine, il me reste 12 minutes. Hey, je n'ai même pas le temps de me rendre à la cafétéria. Fait que c'est quoi que ça veut dire, ce très petit temps-là accordé aux représentants en prévention? Et là, ben, les groupes prioritaires, vous êtes protégés pendant 4 ans. Après 4 ans, s'il n'y a pas un nouveau deal qui rentre quelque part, c'est quoi qui va se passer? Donc, vous avez tout intérêt, moi, je pense, ceux qui sont dans ces positions-là, négociez-les, rentrez-les dans votre convention collective, allez vous protéger ailleurs, parce que c'est plus là que vous allez trouver la protection nécessaire. Un avancé, selon la loi, le représentant à la prévention devra être formé aux frais de l'employeur selon un programme élaboré par la CNSST. Donc, on ne peut pas dire que c'est mauvais, de la formation, c'est toujours bon, mais encore une fois, hein, arrêtez pas de vous inscrire au cours de formation syndicale parce que ça va être quoi la formation que la CSST va donner et est-ce qu'on va être consulté dans l'élaboration de ces programmes de formation-là? Loin d'être clair. Puis si nous autres, on est consultés, les patrons aussi vont être consultés, fait que pas sûr que c'est vers là qu'on veut aller. Maintenant, le piège du CA. Ça a l'air beau de dire, ah, le CA, puis là, c'est la nouvelle panacée du ministre, là, le CA va... Bon. Le CA, c'est pas entendu sur rien à peu près en 40 ans. Quand je dis rien de fondamental, là, Daniel Boyer en a parlé tantôt, là, les supposés consensus qu'il y avait. Bon. Et en théorie, le CA, la présidence du conseil d'administration de la CSST devrait trancher. En 40 ans de vie, ils ont tranché 2 fois, puis pas sur des éléments vraiment majeurs. Puis, donc, au CA, là, le passé étant garant de l'avenir, c'est pas là que les choses se passent, généralement parlant. Et là, quand je dis piège du CA, vous avez vu la barre où c'est que le gouvernement l'a placé. Les groupes prioritaires, mettons, sont ici, et là, le gouvernement a placé la barre là. S'il y a un compromis entre les deux, hein, est-ce qu'on croit réellement qu'on va dire au patron au CA, hey, on veut la barre ici? Oui. Ah, ben non, c'est ça qui va se passer. Hein. Dans la vraie vie, on le sait. Les patrons vont dire, ah ben l'allure, la barre là. Là, nous autres, on va dire, ah. Et la seule façon de régler ça au CA, ça va être quoi? Ça va être que nos propres leaders qui siègent au CA disent, OK, je vais accepter un compromis. Donc, on met en position nos leaders de dire, OK, je vais me couper un bras. Je vais me couper un bras, là, puis après ça, je vais aller expliquer à ma gang là, que c'était la bonne chose à faire de se couper un bras. Hein? Vous imaginez quel genre de discussion qu'on va avoir dans 2-3 ans si quelqu'un vient nous dire qu'il faut se couper un bras? Pas sûr, hein? Fait qu'il y a un piège, là. Il se passe quoi dans 3 ans si on n'est pas capable d'accepter de se couper un bras nous-mêmes? Là, on va dire non, pas de deal. Qui va le faire, le deal? C'est le ministre encore? Là, c'est Boulet. Boulet, il va placer ça où? Hein? Il vient de le placer là. Grande chance qu'il le garde là. Il va vouloir nous faire à croire, encore une fois, qu'il nous a aidés. Il va en rajouter 20 minutes de plus. Mais ça arrête là. Donc, c'est pas du tout rassurant de savoir que c'est au CA que ça va se passer. Si on regarde la construction dans tout ça, dans la nouvelle loi prévoirait un programme de prévention pour tous les chantiers comptant plus de 10 travailleurs. En théorie, ce serait en vigueur en janvier 2023. Mais eux autres aussi, là, il y a des discussions, des règlements qui vont devoir apparaître suite à des interventions du CA. En théorie, il va y avoir un comité de chantier pour tous les chantiers comptant plus de 20 travailleurs. Il y aurait les associations accréditées désignent les représentantes sur ces comités de chantier-là. La formation des membres des comités, comme dans les milieux de travail en usine, par exemple, aux frais de l'employeur selon un programme déterminé par la commission. Encore une fois, il va falloir savoir ce qu'il y a là-dedans. Et une représentante à la santé-sécurité ou un représentant à la santé-sécurité doit être nommé pour tous les chantiers comptant plus de 10 travailleurs.
à partir de janvier 2023. Donc, ça, c'est ce qu'on met dans la loi tout de suite en partant. Par contre, si on continue, le représentant ou la représentante en santé et sécurité est nommé par la majorité des travailleurs travailleuses sur un chantier ou, à défaut, s'ils ne sont pas capables de s'entendre, par l'association accréditée majoritaire sur le chantier. Ça, je vous dis que ce n'est pas clair encore, ça. Il y a peut-être des tensions qui pourront être créées entre des groupes de travailleurs sur comment est-ce qu'on nomme notre représentant à la prévention. Fait il va falloir, le proof is in the pudding. Hein. Il va falloir qu'on commence à en manger pour savoir il goûte-tu bon. Au moins un représentant en santé et sécurité à temps plein pour les chantiers comptant plus de 100 travailleurs ou qui auraient une valeur supérieure à 12 millions de dollars. Donc, un représentant en santé et sécurité à temps plein pour 100. Ça, c'est le minimum. On ne sait pas comment ça évolue. Ça. Fait que si j'ai 400 travailleurs sur mon chantier, si j'ai 1000, je suis encore à 1. On ne sait pas. Les formations représentants santé et sécurité à la charge de l'employeur selon un programme de la commission, et au moins un coordonnateur, coordonnatrice santé et sécurité, mais ça, c'est un boss, nommé sur un chantier comptant plus de 100 travailleurs ou d'une valeur de plus de 12 millions. Donc ça, c'est le pendant au représentant de prévention, mais le coordonnateur, c'est vraiment un représentant de la direction. Donc, le nombre de représentants à la prévention, leur fonctionnement, incluant le nombre d'heures consacrées à son mandat, sauf dans le minimum d'un à temps plein prévu, là, tout ça va être fixé par règlement qui n'est pas encore déterminé et pour lequel il y aura des débats au CA d'ici 3 ans. C'est la même chose pour le comité santé et sécurité de chantier. Comment ça fonctionne demain matin, il faut attendre le règlement. Et même chose pour les coordonnateurs, coordonnatrices, ça va être quoi leur véritable rôle, ces cadres-là? Bien, ça va se définir plus loin. Et tout ça nous ramène encore au CA. Donc, on vient-tu de gagner quelque chose? En théorie, oui, mais comme je disais, c'est de la poudre aux yeux. C'est quand on va le recevoir qu'on va vraiment savoir, fuck, ça brûle. Ça. Un autre de nos revendications, maternité sans danger. Hein? C'est quelque chose dont on est fier et qui est typique chez nous. Ça n'existe pas dans les autres provinces. Ça n'existe pas au fédéral. Donc, on voulait au mieux, au pire, c'est-à-dire on le garde inchangé parce qu'il fait un job. Au mieux, on l'améliore. Bien, ce n'est pas tout à fait ça qui va se passer. Donc, une diminution de l'autorité du médecin traitant. Il devra dorénavant suivre des protocoles préétablis. Donc, ce sera un protocole de retrait préventif qui est uniformisé et décidé par le directeur de la santé publique selon les besoins communiqués par la commission. Donc, la CNSST va dire à la santé publique, voici mes besoins comme organisme. À partir de ça, fais un protocole. Et le protocole doit s'appliquer à toutes les femmes enceintes. Donc, peu importe ton âge, peu importe ta condition de santé, peu importe que tu as eu ou pas eu des grossesses difficiles avant, peu importe que ce soit ta 5e grossesse, ta première grossesse, il faut que tu fites dans la boîte. C'est comme ça que ça va marcher. Fait que c'est une diminution de l'autorité du médecin traitant. Et aussi de la santé publique au profit du médecin chargé de la santé au travail. Parce que ce que la loi dit, c'est que si je vis une situation particulière comme travailleuse enceinte et que mon médecin juge que j'ai besoin d'un encadrement particulier, qui va décider ultimement si ça m'est accordé ou pas? C'est le médecin responsable. Et le médecin responsable, ça, c'est le médecin tantôt que je vous ai dit que le boss allait choisir sur une liste, donc ça peut très bien être un médecin patronal. Et c'est lui qui, ultimement, va décider, vu que ça a l'air en théorie que je ne fit pas dans la boîte, quel genre de boîte nouvelle on va me donner. Mais ça se peut qu'il juge que je fit dans la boîte pareil. Fait que malgré mon médecin à moi qui dirait « Ah, il faut s'occuper de ça particulièrement », si le médecin responsable dit « Non, pas important », ben ça n'arrive pas. Donc, ça, c'est clairement une diminution des avantages et des droits qui protégeaient les travailleuses enceintes. Maintenant, des nouveautés qui sont indésirables dans le projet de loi, des affaires qu'on ne voulait pas. Premièrement, l'apparition d'un concept multi-établissement, à la seule discrétion de l'employeur. C'est lui qui va décider si toutes mes usines se retrouvent dans le même programme de prévention, one size fit all, et si on a un comité santé et sécurité pour l'ensemble de mes milieux de travail, et si on a un représentant pour l'ensemble de mes milieux de travail. Et la seule limite,
c'est que l'employeur va devoir tenir compte de la capacité du représentant à la prévention. Là, je vais arrêter, il faut que je l'appelle le représentant à la santé et sécurité maintenant, d'accomplir son mandat dans le regroupement des établissements visés. Donc, par exemple, est-ce que ce serait logique que mon représentant à la prévention s'occupe également d'une usine à Amos et d'une usine à Bécomo? Peut-être que le kilométrage entre les deux fait en sorte que ce ne serait pas effectif. Remarquez, à 20 minutes par semaine, il y a peut-être le temps là, de se rendre d'une place à l'autre. Mais bon, ça, c'est l'employeur qui va décider ça tout seul. Et on va s'ostiner beaucoup. Tu sais, si j'ai 15 succursales de la SAQ dans le même coin de l'Est de Montréal, ça fait peut-être du sens. Maintenant, si je dis il va y avoir un seul représentant à prévention pour l'ensemble des succursales de la SAQ, de la Rive-Sud, de la Rive-Nord, puis de l'île de Montréal, ouf, il va passer bien plus de temps dans le trafic qu'à faire de la prévention, cet homme-là, là, ou cette femme-là. Bon. Et puis, comment qu'on va s'ostiner avec l'employeur? Peut-être que pour l'employeur, ça fait plein de sens qu'il se promène dans le trafic. Peut-être que pour nous autres, ça ne fera pas de sens, mais comment qu'on va déterminer ça? Et là, ça m'amène à mon autre point, la judiciarisation de la prévention. Dorénavant, là, on ne passera pas juste notre temps devant le TAP pour plaider, défendre des travailleurs et des travailleuses accidentés. On va aussi passer énormément de temps au TAP pour défendre, non pas l'application d'un règlement, mais pour défendre le fait que je pense que mon représentant en prévention devrait avoir moins de succursales que ça. Je pense que les 2 usines ici et les 3 usines ici ne devraient pas être regroupées dans le même bout. Je pense, et qui va avoir l'autorité là-dessus, en théorie? L'agent de CSST va dire, voici ce qu'on va faire. C'est lui qui va trancher les litiges. Et si on n'est pas d'accord avec sa décision, on s'en va où? On s'en va en processus de contestation, puis éventuellement, on s'en va au TAP. Donc, la loi, ce qu'elle dit, c'est que le fonctionnement des comités santé-sécurité, l'implication du représentant et représentante à la santé-sécurité, c'est déterminé s'il n'y a pas d'entente entre les parties localement, par l'agent qui va trancher et par la suite, par les tribunaux qui s'appliquent. Donc, on vient, une des grosses revendications qu'on avait, c'est qu'il faut déjudiciariser le système parce que ça ne permet pas aux non-syndiqués, de se défendre et ça ne permet pas non plus à un paquet de travailleurs, même syndiqués, d'obtenir tous les droits qu'ils ont besoin. Fait que plus tu judiciarises, plus tu élimines des gens dans le processus de contestation, de réclamation, etc. Fait que c'est vraiment pas une bonne nouvelle. C'est un ajout qui est fortement indésirable, selon moi. Ça fait un peu le tour de la prévention. Je passe le POC à Maxime. Vous allez voir que ce n'est pas nécessairement plus beau en réparation. Oui, on n'a comme pas fini d'être de mauvaise humeur à matin. Donc, constat problématique en réparation des lésions professionnelles. Je commence aussi avec quelques gains là, pour montrer patte blanche. Daniel en a parlé un petit peu, l'inclusion des travailleuses domestiques. Avant le projet de loi, les travailleuses domestiques étaient tout bonnement exclues de l'application de la loi de la LATMP. Avec la nouvelle loi, donc, elles sont incluses, mais à condition d'atteindre un certain seuil, donc un plancher de 420 heures sur une période d'1 an pour un même particulier ou 7 semaines consécutives à 30 heures par semaine. Bon, ça maintient quand même, on s'entend, une discrimination à l'égard des travailleuses, et je dis travailleuses domestiques parce que ce sont majoritairement des femmes, mais la discrimination, elle est maintenue parce que ce sont les seules travailleuses à qui on demande de travailler un certain nombre d'heures pour être couvertes par la loi. Et ça, la Commission des droits de la personne l'avait déjà dit il y a plusieurs années, c'est une discrimination fondée sur l'origine ethnique, le sexe et la condition sociale, et à mon sens, elle est encore maintenue dans la loi. Qu'est-ce que ça veut dire de créer, de mettre ce plancher-là? Effectivement, Daniel l'a soulevé, mais ça peut créer des effets pervers. Est-ce que moi, si je suis un employeur puis j'avais une travailleuse domestique à 40 heures semaine, est-ce que je peux en embaucher 2, faire 20 heures chacune? Pourquoi pas? Puis à ce moment-là, je me libère. Autre effet pervers de ce genre de disposition-là, c'est que parfois, ce sont des usagers qui embauchent des travailleuses domestiques pour recevoir des soins, parfois complémentaires. Et puis, ça fait en sorte que ces employeurs-là, ce sont des employeurs, n'ont pas l'immunité civile accordée, donc ça peut créer des poursuites. Donc, on se trouve quand même à maintenir ce genre de situation-là et on maintient
la discrimination à l'égard des travailleuses domestiques. Le ministre s'est engagé à vérifier, donc, est-ce que ces mesures-là, est-ce que ça fonctionne vraiment? Donc, ce sera à surveiller au cours des prochaines années. Autre gain, c'est la modification de l'article 167 de la LSST où on vient ajouter une obligation de la part de la CNESST d'informer et de renseigner travailleurs, travailleuses et employeurs et d'offrir des mesures de soutien aux personnes représentées par une association accréditée. Alors, je vous dis ça, mais avec un petit peu de scepticisme parce qu'il y a eu plusieurs amendements qui ont été déposés, notamment par Québec solidaire, où on voulait mettre en place des mesures concrètes pour soutenir des travailleurs non syndiqués. Dans d'autres provinces, on a des bureaux qui sont là pour représenter puis accompagner les travailleurs non syndiqués. On aurait pu penser à un genre de penchant comme on a avec la CNESST, section normes du travail, un service de représentation. Le ministre, il a tout tassé ça du revers de la main. Donc, moi, je me demande vraiment comment ça va se mettre en application, cette nouvelle obligation-là. J'ai comme des doutes. Il y avait aussi des propositions. La professeure Catherine Lippel, notamment dans son mémoire, parlait de l'importance aussi d'offrir des cliniques multidisciplinaires pour des travailleurs et des travailleuses qui ne sont pas syndiqués. Évidemment, puis même pour les syndicats, ça serait important d'avoir ce genre d'outils pour mieux accompagner nos travailleurs qui sont accidentés ou malades. Bon, puis je passe sur le dernier, l'article 363, on ne peut plus réclamer des prestations reçues de bonne foi, c'était déjà appliqué. Passons au recul sur des reculs. Il y a eu des discussions en commission. Est-ce que des reculs sur des reculs, ce sont des gains? Quand le ministre recule sur quelque chose qui nous aurait ramené dans les années 60, à mon sens, c'est un clair gain sur le plan de la mobilisation. On en a parlé tantôt, mais la mobilisation qui s'est faite tant au niveau des organisations syndicales que des organisations de défense de droits, ça a montré en fait la solidarité qui s'est créée autour de ce projet de loi-là. Mais par contre, on fait juste maintenir des acquis, donc c'est-tu vraiment des gains? Je ne le sais pas. L'objet de la loi, par exemple, on voulait reculer, on voulait enlever la réadaptation physique et dire que le processus de réparation se comprend dans les limites prévues à la loi. Ça devenait plus restrictif. On voulait un pouvoir réglementaire élargi, même pour les maladies professionnelles qui ne sont pas contenues dans le nouveau règlement, notre ancienne annexe. Le retour au travail avant la consolidation, je vais vous en parler tantôt. Là aussi, on voulait qu'il n'y ait pas d'aval du médecin traitant, donc des mesures imposées sans consultation du médecin du travailleur et sans que le travailleur puisse faire appel des décisions, ce qui était complètement un non-sens. Donc, je vais y revenir quelques fois. Je vais vous parler donc de ce à quoi on a échappé, mais que ce n'est pas nécessairement mieux. Bon, là, il y a du stock un petit peu sur mes diapos, mais je vous ai mis des articles, donc vous pourrez aller les lire à tête reposée après. Donc, en ce qui concerne la reconnaissance des maladies professionnelles, on note d'abord l'ajout de l'article 28.1 de la LATMP qui porte sur les atteintes auditives causées par le bruit. Et donc là, je ne peux pas vous en dire vraiment plus parce qu'on va être en attente d'un règlement. Et je n'ai pas fini de vous parler de règlement, puis vous allez comprendre tantôt pourquoi. Mais donc, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça va contenir. Est-ce que ça se peut qu'il y ait de nouvelles exclusions, qu'on exclue certaines surdités professionnelles comme on voulait initialement le faire dans la version du projet de loi qui avait été déposée l'année passée? Peut-être. À l'article 29, donc ça, ce sont nos maladies qui donnent ouverture à la présomption. Hein. Donc, l'annexe 1 qu'on avait avant, il est abrogé. Il est remplacé par le nouveau règlement sur les maladies professionnelles. Dans les faits, là, toutes les maladies de l'annexe 1 se retrouvent dans le nouveau règlement. On ajoute aussi dans ce règlement-là de nouvelles maladies. Donc oui, c'est très bien. Encore une fois, on n'avait pas besoin de faire une réforme de nos deux lois pour ajouter des maladies. On s'entend que c'est un pouvoir réglementaire qui existait déjà. Mais bon, on ajoute des maladies. Ce qu'on remarque, par contre, c'est un changement de philosophie, si on veut, dans la manière dont le règlement est créé. Avant, on avait un diagnostic en lien avec un genre de travail. Donc, je souffre d'une intoxication aux métaux parce que j'ai effectué un travail dans lequel je manipulais certains types de métaux. Maintenant, on semble vouloir tendre vers l'ajout de d'autres conditions particulières. Donc, par exemple, on a rajouté la maladie de Parkinson,
pour les travailleurs qui sont exposés aux pesticides. Mais pour avoir droit à ma présomption, il faut que j'ai été exposé aux pesticides pour une durée minimale de 10 ans et mon diagnostic ne doit pas avoir été posé plus de 7 ans après la fin de mon exposition. Bon. Pour certains cancers de pompiers, le cancer pulmonaire, on ajoute par exemple le fait que je ne dois pas avoir été un fumeur dans les 10 années précédant mon diagnostic. Bon, donc, changement de philosophie. Et on a aussi l'article 454.1 de la TMP qu'on lit beaucoup moins parce qu'il porte sur les pouvoirs de la CNESST au niveau réglementaire. Excusez, je pensais que c'était mon ordinateur qui parlait. J'entendais quelque chose. Je pense que c'était juste un téléphone. C'est bon. L'article 454.1, auparavant, la CNESST pouvait ajouter des maladies, donc modifier l'annexion en y ajoutant des maladies. On a changé la formulation. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est déterminer quelles sont les maladies professionnelles aux fins de la présomption de l'article 29 et déterminer des conditions particulières avec ces maladies. Est-ce que ça veut dire que la CNESST peut en enlever? Ma lecture de cet article semble dire que oui. Et donc aussi, on peut rajouter d'autres conditions qui sont, oui, le genre de travail, mais aussi, par exemple, des durées d'exposition. Je saute l'article 30, il y a eu des reculs, ça aurait pu être bien pire. On maintient donc notre article 30 tel quel. Autre limitation à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, donc c'est pour les travailleurs qui sont décédés. On vient limiter à 7 ans après le décès le délai pour que la famille reçoive une indemnité. Donc, une limite. Je vous parle brièvement des comités de maladies professionnelles. Donc, on avait déjà le comité des maladies professionnelles pulmonaires. Seule modification qu'on fait à ce comité-là, c'est que maintenant, c'est possible de rendre une décision sur dossier si le travailleur y consent. Simple peut-être mise en garde, est-ce que des travailleurs vont préférer, par exemple, ne pas, donc oui, donner leur dossier pour que le comité se penche sur leur dossier, comme ça, ils n'ont pas à aller subir d'autres examens avec un autre comité en plus de ce qu'ils ont déjà. C'est possible. Est-ce que ça serait dans leur meilleur intérêt? Peut-être pas. Donc, je pense qu'il va falloir être prudent à ce niveau-là. On a le nouveau comité des maladies professionnelles oncologiques. Donc, ça, c'est pour toutes les réclamations de travailleurs de maladies oncologiques qui ne sont pas une maladie pulmonaire et qui ne sont pas non plus visées par l'article 29 et le règlement sur les maladies professionnelles. Puis, de la même manière que l'autre comité, la CNESST est liée par l'avis et ils vont pouvoir rendre une décision sur la base du dossier. Troisième comité, le comité scientifique des maladies professionnelles, celui-là, il a seulement un pouvoir de recommandation, soit à l'égard de la CNESST ou du ministre. Il y a plusieurs mandats qui lui incombent. Vous pourrez aller lire les articles, c'est tout à fait passionnant. Des vigies scientifiques, des analyses de relations causales, produire des avis écrits sur l'identification des maladies professionnelles. Il peut aussi recevoir tout autre mandat confié par la CNESST. Donc, est-ce que c'est possible qu'on détourne un petit peu la vocation initiale de ce comité-là par d'autres types de mandats que je ne sais pas ça serait quoi? Peut-être. Donc, encore une fois, il va falloir être vigilant. Puis également, puis ça c'est une petite phrase, mais les dépenses annuelles du comité tiennent compte des priorités établies par la commission. Quelles sont donc ces priorités de la commission? Donc, on voit que le comité n'est pas indépendant de la CNESST et de ses ambitions à elle. Donc, ça aussi, ce sera à suivre. Puis, je vous soulève un enjeu par rapport à ces comités-là, c'est que quand on est un travailleur, notre fardeau de preuve, là, quand on est devant un tribunal, c'est la prépondérance des probabilités. Je n'ai pas à démontrer avec une certitude scientifique que la maladie professionnelle est liée au type d'emploi que j'exerçais. Or, il y a des recherches qui ont démontré que ces comités-là, bien, ce sont des médecins, ce ne sont pas des avocats, ce ne sont pas des juges, et ils tendent plutôt à exiger une certaine certitude scientifique avant de formuler une recommandation qui serait favorable aux travailleurs. Donc, c'est sûr que moi, si je suis un travailleur puis j'ai un avis là, du comité des maladies professionnelles pulmonaires qui me back, je suis quand même en bonne position, même si mon employeur conteste. Généralement, ça va bien aller. Si mon comité il ne m'a pas donné un avis favorable, je peux toujours aller contester l'avis, je peux toujours aller devant le TAC, mais bonne chance pour trouver un expert qui va vouloir se prononcer contre la gang d'experts nommés
donc qui sont là. Donc, ça aussi, c'est un enjeu qui se pose. Limitation de l'accès à l'IRR, à l'indemnité de remplacement de revenus. Donc là, je vous parle de 3 éléments. À l'article 142, donc, ce sont les pouvoirs de la CNESST de suspendre ou de réduire l'indemnité de remplacement de revenus dans certaines circonstances. Donc, il y en a une, c'est si le travailleur, sans raison valable, omet ou refuse de se prévaloir d'une mesure de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation. C'est une toute petite modification. On vient changer le d'une, en fait, avant, c'était des mesures, et là, on le met au singulier. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, quand on le met au singulier? Mais est-ce que c'est, entre autres, parce que, je vais vous en parler tantôt, mais la recherche d'emploi va devenir obligatoire. On va mettre en place une mesure de recherche d'emploi. Est-ce qu'on va se retrouver dans des situations comme en matière d'assurance chômage ou parce que je n'ai pas respecté les quotas d'envoi de CV, je me vois couper mon indemnité de remplacement de revenus? Peut-être avec une formulation comme ça devient en tout cas certainement plus rigide pour les travailleurs. Une perte de droits assez importante, c'est pour les personnes de 55 à 59 ans qui sont victimes de maladies professionnelles. Auparavant, une personne qui perd son emploi, qui conserve des limitations fonctionnelles, qui est atteinte d'une maladie professionnelle puis qui a 56 ans, bien, elle n'a pas l'obligation de se retrouver un nouvel emploi. On considère qu'en plus d'être handicapée, bien, cette personne-là est rendue à un certain âge où ça devient plus difficile de se replacer sur le marché du travail et on tient compte de cette réalité-là. Ça, on vient tasser ça du revers de la main. Les personnes de 55 ans et plus donc, devront faire des démarches pour se trouver, par exemple, un emploi convenable qui aura été déterminé par la commission. Dernier élément en matière d'assignation temporaire, l'employeur, maintenant, il a le choix, soit de payer le plein salaire, donc comme il le faisait avant. Si je suis en assignation temporaire, 20 heures semaine, je reçois quand même mon plein salaire. Bien, maintenant, il peut choisir, soit il me paye mon plein salaire ou il me paye les heures travaillées et la CNESST compense en me versant le solde, mais elle compense à 90 %. Puis elle a un maximum annuel assurable. Donc, pour des travailleurs qui font plus que le maximum annuel assurable, ce n'est pas tellement intéressant. Puis je vous glisse un mot aussi, parce qu'on est pressé dans le temps, là. Il y a un nouveau formulaire pour l'assignation temporaire dans lequel le médecin traitant doit identifier les limitations fonctionnelles temporaires. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas refuser une assignation en disant « ben non, ce n'est pas favorable à la réadaptation ». Il va falloir qu'il identifie des limitations fonctionnelles temporaires. Donc, ça aussi, ça va être… on vient jouer là-dedans pas mal. Réadaptation et retour au travail. Donc là, je vous ai mis les articles, je ne vous demande pas, lisez pas tout ça tout de suite. On vient créer la réadaptation avant la consolidation. Donc, c'est une nouvelle mesure de la CNESST qui peut décider donc de mettre en place un processus de réadaptation avant que le travailleur soit consolidé. Ça peut être pour favoriser sa réinsertion professionnelle. Donc, notamment, on prévoit expressément le retour au travail progressif. Et ça peut être aussi des mesures de réadaptation sociale. Ah, OK. On nous donnera 30 minutes après la pause. Donc, des mesures de réadaptation sociale. Maintenant, il va falloir qu'on ait l'accord du médecin de la CNESST, du médecin traitant du travailleur, si la mesure a un effet sur la santé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si la mesure a un effet sur la santé, ce sera aussi à surveiller parce que la CNESST pourrait dire, bien ça, je considère que ça n'a pas d'effet, donc on ne va pas voir, on ne va pas obtenir l'aval du médecin traitant. Donc, à voir. Et évidemment, s'il y a refus, donc, on a possibilité de contester. Je vous le mentionnais avant, on ne pouvait pas faire appel de cette décision-là. Maintenant, on peut contester, mais on se voit quand même suspendre notre indemnité de remplacement du revenu. Ensuite, notre droit à la réadaptation. Avant, on avait le droit général qui était édicté à l'article 145. Ça couvrait tout le chapitre de la réadaptation. Maintenant, ce droit-là, il existe toujours. On le retrouve à l'article 146, mais il est maintenant limité aux cas et conditions prévus dans la présente section. Donc, ça aussi, c'est un changement dans la manière d'interpréter ce qu'est la réadaptation.
Et premier changement qui va vous sauter aux yeux peut-être quand vous allez regarder la loi, parce que aussi, j'ouvre une parenthèse, mais en ce moment, si vous cherchez la nouvelle loi, vous n'allez pas la trouver. Alors, nul n'est censé ignorer la loi, mais il faut quand même se contenter des tableaux 3 colonnes en ce moment. Mais donc, quand vous allez le voir, vous allez peut-être vous demander, mais où est la réadaptation physique? Vous n'êtes pas fous. Ils ont enlevé la réadaptation physique du chapitre portant sur la réadaptation. On retrouve maintenant la réadaptation physique dans les services de santé. Donc, les services de santé remplacent l'assistance médicale. Et là, on vient vraiment limiter et circonscrire ce qu'on va pouvoir faire en matière de réadaptation physique parce qu'un règlement va être adopté. On a sinon réadaptation sociale et professionnelle qui sont toujours là, mais encore là, des modifications. C'est subtil, hein? Auparavant, on disait un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment, et là, on avait une énumération. On a enlevé le notamment. Donc, maintenant, c'est peut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire quand on enlève le notamment? Moi, ma lecture, et je souhaite de tout cœur me tromper, mais c'est que ça devient une liste qui est limitative. Donc, j'ai mon programme de réadaptation sociale qui peut comprendre des services professionnels d'intervention psychosociale et ou la mise en œuvre de moyens pour procurer aux travailleurs un domicile adapté à sa capacité résiduelle et le paiement de frais d'aide personnelle. Et on a rajouté un paragraphe qui nous dit d'autres mesures de réadaptation dans les cas et conditions prévues par règlement. Donc, à mon sens, c'est qu'on a ces articles-là qui nous permettent de dire c'est quoi la réadaptation sociale ou professionnelle à laquelle on aura droit. Et il y aura d'autres règlements qui seront adoptés pour prévoir d'autres types de mesures qui seront, donc, on s'entend qu'habituellement, quand on a un règlement, c'est que c'est plus limitatif. Donc, j'espère vraiment me tromper, mais le temps nous le dira si ça fait en sorte qu'on interprète ça comme étant une liste qui est limitative. Je saute un peu, maintenant, la formation professionnelle, c'est un petit peu élargi à l'article 172. Auparavant, c'était s'il était possible au travailleur d'accéder autrement à un emploi. Maintenant, c'est pour lui permettre. Donc, ça semble un petit peu plus ouvert. Et on a des services de soutien en recherche d'emploi dont je vous parlais tantôt. Donc, on vient vraiment mettre ça dans la loi, mais comme je mentionnais, ça devient donc une mesure et ça fait en sorte qu'on peut donc dire aux travailleurs, tu ne te conformes pas à la recherche d'emploi qui t'est demandée. À partir de maintenant, on peut couper ton IRR. Donc, ce n'est pas réjouissant. Je vous parle très brièvement de l'intégration de l'arrêt Caron. L'arrêt Caron, il est rendu en 2018 par la Cour suprême. Il vient nous dire que la LATMP, il faut l'interpréter à la lumière de la Charte des droits et libertés de la personne. Donc, oui, les travailleurs ont des obligations d'accommodement raisonnable. Notre régime n'est pas complet en soi. Il faut intégrer la Charte. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire avec ça? Avant, une victime d'accident du travail ou de maladie pouvait donc réintégrer son emploi chez l'employeur quand elle redevenait capable de le faire, soit dans les 1 ou 2 ans selon la taille de l'entreprise. Mais une fois que la période était dépassée, l'employeur n'avait plus d'obligation. Maintenant, après la période, l'employeur va devoir réintégrer à moins de démontrer la preuve d'une contrainte excessive. Et là, je n'entrerai pas dans ce qu'est une contrainte excessive. Et c'est la CNESST aussi qui va juger si la réintégration représente ou non une contrainte pour l'employeur. Donc, on donne à la CNESST un nouveau rôle assez proactif dans les obligations d'accommodement. Notamment, on lui donne le pouvoir d'enquêter et d'aller vérifier, entre autres, s'il y a un emploi convenable qui existerait au travailleur qui ne peut pas refaire son emploi prélésionnel. Et là, j'attire votre attention aussi sur un petit élément parce que là, c'est une nouvelle loi, puis il y a beaucoup de trucs que des fois, on se dit, coudonc, c'est moi qui ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Mais là, ça semblait consensuel autour de moi. L'article 170.3 nous dit que l'employeur, il est réputé pouvoir réintégrer le ou la travailleuse avant l'expiration du délai de retour au travail. Réputé, quand on utilise ça, contrairement à présumé, qui est donc au prochain paragraphe, réputé, c'est une présomption irréfragable. Donc, je ne peux pas faire de preuves pour me soustraire à cette présomption-là. Donc, ça veut dire que dans, mettons, les 2 ans ou dans l'année, selon la taille de l'entreprise, l'employeur ne pourra pas démontrer de contrainte excessive puis il va devoir reprendre le travailleur. On peut penser à des situations où ça ne se pourra pas, mais bon, ça, je ne le sais pas, je ne peux pas vous en dire davantage. Deuxième paragraphe, l'employeur, il est présumé.
Donc, même si on a dépassé l'expiration du délai de retour au travail, on considère que l'employeur peut le faire, sauf s'il nous fait la démonstration d'une contrainte excessive. Donc, il y a ça. L'employeur s'expose maintenant à une sanction administrative s'il ne réintègre pas l'employeur. Et l'article 32 peut maintenant être utilisé par les travailleurs dont l'employeur refuse de les réintégrer. Je souligne quand même que c'est bien là, ce qui se passe en matière d'obligation d'accommodement raisonnable, même si ce n'est pas en tant que tel un gain, étant donné que la Cour suprême avait déjà tapé sur les doigts des employeurs. Mais dans les faits, si on a des travailleurs non syndiqués, que les employeurs ne veulent pas les reprendre parce qu'ils sont blessés, ou un travailleur que le climat est toxique, donc il ne veut pas réintégrer son emploi, mais ça devient aussi une obligation pour les travailleurs de rentrer dans le moule de l'accommodement raisonnable. Puis si, par exemple, il y a un retour au travail, puis ça ne fonctionne pas, puis l'employeur, il pousse le travailleur à s'en aller, ben, il va avoir perdu son droit à la réadaptation professionnelle, puis il n'y aura pas d'IRR après. Donc, s'il y a quand même un côté, même si c'est positif en général, il faut quand même rester conscient de ça. Alors, prédominance du médecin traitant attaqué. Donc, je vous le disais, l'assistance médicale, elle est remplacée par les services de santé. Et je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'il y a des règlements qui vont être adoptés sur l'accès aux médicaments, sur la réadaptation physique, sur les prothèses, les orthèses, les aides techniques. Donc, tout ça va être sujet à règlement. Ce que ça veut dire, c'est que ça vient quand même restreindre l'approche thérapeutique qui est choisie par le médecin parce que sinon, ça ne sera pas remboursé par la CNESST. Autre élément, on vient formaliser une pratique qui existait déjà, mais le médecin du BEM, maintenant, il a l'obligation de se prononcer sur les limitations fonctionnelles et sur le pourcentage d'atteinte permanente quand il se prononce sur la consolidation. Donc ici, on vient vraiment formaliser la pratique de simplement tasser le médecin traitant. Et là, je vous ai-tu parlé un peu de pouvoir réglementaire ou pas? Je pense quand même beaucoup. C'est qu'il y en a plusieurs, donc des nouveaux. Donc, on a parlé de limitations pour les atteintes auditives, des mesures de réadaptation professionnelle et sociale, des services de santé, la réadaptation physique, les médicaments. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et puis donc, là, je vous l'ai mentionné, mais pour certains, le gouvernement va pouvoir adopter les règlements si la CNESST ne le fait pas. Donc, tout ce que Daniel disait par rapport au CA, c'est là aussi que ça va se négocier. Donc, bref, c'est pas, on dit qu'on n'a pas fini d'en parler de cette loi-là. Mais ce que ça a comme impact aussi, les règlements, c'est que ça affecte l'indépendance du TAT, du tribunal administratif du travail. Parce qu'en ce moment, c'est très, très clair que les politiques internes de la CNESST, elles ne lient pas le tribunal. Donc, le tribunal, il peut les tasser facilement en analysant la loi dans son objectif, la vocation vraiment sociale de la loi. Il peut donc tasser ces politiques-là. Donc, si par exemple, un travailleur se fait refuser sa réadaptation physique parce qu'on considère que ce n'est pas curatif, bien, le TAT peut très bien dire non, ce sont des mesures de soutien pour maintenir la situation du travailleur et j'accepte donc la réadaptation physique dans ce cas-là. De la même manière, la CNESST, en fonction de sa politique, peut refuser de rembourser certaines prothèses auditives numériques. Mais dans les cas, et ça, la TAT, le TAT, la CLP, l'ont dit à maintes reprises, les politiques internes, ça sert peut-être à administrer la loi, mais en aucun cas, on peut s'en servir pour empêcher l'application de la loi. Et l'application de la loi, c'est de réparer les lésions professionnelles et leurs conséquences. Maintenant, ce que ça va faire avec un règlement, c'est que le TAT, il va avoir les mains liées. Les tribunaux, ils sont liés par la loi et par les règlements, pas par les politiques internes, mais quand j'ai un règlement qui dit non, la réadaptation physique, c'est dans telle circonstance, mais le TAT, il ne pourra pas aller au-delà de ça. Donc, on vient aussi perdre la possibilité pour le TAT d'actualiser un petit peu ce qui est admissible. Parce qu'un règlement, une fois qu'il est adopté, est-ce que vous pensez qu'il va être modifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle innovation technologique pour des nouvelles prothèses? Ben non. Alors maintenant, le TAT, il ne pourra pas mettre ça à jour. On a aussi des définitions dans la loi qui sont plus restrictives. Par exemple, l'emploi convenable, maintenant, on va tenir compte des tâches essentielles et caractéristiques de ce type d'emploi. Donc, on ne considérera plus les tâches accessoires et secondaires. Donc, vous pouvez peut-être imaginer des situations
ou pour les travailleurs, mais dans les faits, les tâches secondaires ne respecteraient peut-être pas leurs limitations fonctionnelles. Est-ce que c'est un TAT réellement plus accessible? Là, on parlait, le ministre s'est targué là, de vouloir déjudiciariser le régime. Oui, maintenant, le délai pour contester devant le TAT est de 60 jours. C'est peut-être certainement une bonne mesure. Mais au final, je pense qu'on peut effectivement s'attendre à ce que le régime soit déjudiciarisé, pas parce que les travailleurs vont être mieux réparés, parce que ça va mieux se passer pour eux et elles, mais plutôt parce que ça va servir à rien d'aller contester le TAT quand il y a un règlement qui dit très clairement qu'on n'y a pas droit. Mais pourquoi est-ce qu'on irait se battre devant les tribunaux, souvent à grands frais? Donc oui, il y aura sûrement moins de contestations de travailleurs et de travailleuses devant les tribunaux. Il y a aussi des défis de taille qui vont se poser pour les travailleurs non syndiqués. Pour vous, dans les syndicats, ça va vous demander ça va être des nouveaux réflexes. Mais maintenant, sur certaines questions, on peut choisir entre la DRA et le TAT. Donc, décision du BEM, avis des comités de maladies professionnelles et les financements. On peut sauter par-dessus la demande de révision administrative, aller directement au TAT. C'est aussi possible si la révision administrative ne s'est pas penchée dans les 90 jours sur la demande, on peut sauter directement au TAT. Mais on s'entend que pour les travailleurs et les travailleuses non syndiqués, ça peut certainement entraîner une confusion. Et est-ce que cette confusion-là va amener des pertes de droits? Peut-être. Vous regarderez ça parce que c'est quand même intéressant, l'analyse d'impact réglementaire. Et là, j'ai barré des choses parce qu'il y a eu des reculs, mais ce qu'on remarque, c'est que c'est même le gouvernement qui le dit, les économies se font à partir d'une moins bonne reconnaissance des lésions professionnelles ou à partir d'une réadaptation qui n'est pas convenable et qui n'est pas celle qui était prévue dans l'esprit de la loi. Et je conclus donc sur des oubliés de la réforme. Bon, je vous ai dit qu'on a l'article 167 de la LSST où on va prévoir des mesures d'accompagnement et de soutien. Mais à mon sens, ce n'est pas une réelle mise en place de mesures pour aider les travailleurs et les travailleuses, surtout non représentés, à faire valoir leurs droits. On ne tient pas en compte de cliniques, de bureaux de soutien. Il n'y a aucune mesure non plus pour les travailleurs et les travailleuses immigrantes qui font face à beaucoup d'écueils dans leur processus pour voir une lésion professionnelle reconnue. Est-ce qu'il y a vraiment des mécanismes qui sont mis en place pour freiner la judiciarisation? Est-ce qu'on s'attaque aux incitatifs économiques qu'ont les employeurs à contester des réclamations de leurs travailleurs? Non. Donc, ce sera à suivre aussi. On maintient à plusieurs égards le caractère sexisme du régime, tant en LSST qu'en LATMP. On n'a pas de mesure. Le ministre a refusé de faire une analyse d'intégrer l'analyse différentielle des sexes pour les futurs règlements qui seraient faits. Les lésions psychologiques, les troubles de musculo-squelettiques, leur reconnaissance ne sont pas facilitées. Il n'y a pas non plus d'outils de prévention adaptés aux femmes. Les amendes de la LSST ne sont pas augmentées. Alors, si vous vous rappelez, c'était ça qui faisait partie c'était pour ça qu'on était aussi mauvais en prévention. Bien, les amendes ne sont pas ajustées. Il n'y a pas non plus d'obligation de déclarer des accidents du travail. L'employeur n'a pas cette obligation-là. On aurait pu introduire ça comme ça. On ne fait pas reposer le seul fardeau de déclarer un accident du travail sur les travailleurs. Ça n'a pas du tout été mis en place. Et l'inspectorat, est-ce que le nombre d'effectifs va être augmenté? On ne le sait pas plus. Donc, à suivre. Et je cède la parole juste à Daniel. Moi. Qu'est-ce qui reste? Daniel Boyer nous parlait un peu ce matin. Il reste qu'il va falloir qu'on continue de se mobiliser, même qu'on augmente la mobilisation. Pourquoi? Parce qu'il faut assurer la maison avant d'assurer le cabanon. Et quand tu es une travailleuse et un travailleur, assurer la maison, ça veut dire rentrer chez vous le soir avec tes membres à la bonne place, ton ciboulot à la bonne place, puis avoir la capacité de faire ta vie, de t'occuper de tes enfants, puis d'atteindre le bonheur. Et donc, si on n'est pas capable d'avoir des milieux de travail sécuritaires et cette loi-là ne nous donnera pas cette capacité-là, il faut continuer la lutte, clairement. Il va falloir continuer la lutte également, et pas juste au CA. Parce que, je vous ai parlé du piège du CA, la probabilité, c'est qu'on va se faire fourrer. Là. Il faut continuer la lutte où on a besoin de la continuer, où on est efficace, ça veut dire dans la rue.
Ça veut dire continuer la mobilisation qu'on a faite là. Et il va falloir le faire aussi en continuant les associations qu'on a développées avec les groupes qui sont les groupes communautaires et les associations de défense des travailleurs non syndiqués, comme l'UTAM, par exemple. Pourquoi? Bien, parce que les travailleurs non syndiqués, un, on ne peut pas leur reprocher d'être non syndiqués, mais deux, c'est nos conjointes, c'est nos enfants, c'est nos frères, c'est nos sœurs. Fait qu'ils soient estropiés, là, moi, je ne veux pas voir plus mes enfants estropiés que je voulais me voir moins estropiés. Donc, on a la capacité d'agir au niveau du syndicat, on a des moyens d'action, on a des capacités de mobilisation. Il va falloir qu'on fasse notre rôle parce que là, on n'est pas en train d'assurer à la maison, on est en train d'assurer un cabanon. Merci. Alors, merci Daniel, merci Maxime. Je vois quelqu'un qui est au micro. On s'en allait bientôt pour la pause. Ce qu'on avait l'intention de faire, c'est de laisser une période de 30 minutes après la pause pour revenir sur des échanges avec la salle, parce qu'on trouve ça très intéressant, ce sujet-là, puis on veut vous entendre également. Peut-être juste un petit commentaire que j'aimerais apporter. Puis je le dis avec mes collègues depuis... je viens de revenir au service santé-sécurité, mais j'ai été là pendant une dizaine d'années auparavant. Et quand j'entends ce que j'entends ce matin, je me dis que je suis en train de revivre le film du jour de la marmotte. À quelque part, en 2010, on a eu le rapport Camiri. Il y a un paquet de sujets qu'on a vus ici aujourd'hui qui ressortent que c'était d'actualité en 2010. 2012, le dépôt du projet de loi de la ministérielle. Un paquet d'affaires qu'on retrouve là était là. Les discussions du CCTM qui s'est échelonné sur 3 ans se retrouvent encore là. Et voici que la CAQ elle a accouché d'un projet qui va beaucoup plus loin dans les coupures pour les travailleurs et les travailleuses. Ça fait que je me dis, ce n'est pas du renouveau, qu'est-ce qu'il y a là? C'est vraiment que c'est de l'action du patronat qui ont fait d'année par année du lobbyisme pour nous refaire reculer au Québec. Ça, c'est mon petit message personnel, Daniel Demers. Bonne pause, puis on continue la discussion après la pause. Mais il y a une feuille, je pense que j'ai oublié 3 tables, oui, c'est ça. Donc, si les gens de ces 3 tables-là qui sont à ma gauche, à moi, la deuxième rangée, c'est du devant jusque vers l'arrière de signer, s'il vous plaît, la feuille de présence. Parce que ce n'est pas juste pour nous non plus, c'est pour que vous receviez vos payes également à vos sections locales. Fait que c'est quand même, c'est important. Sur ça, tantôt, j'ai dit qu'il était pour avoir une discussion, commentaires, questions sur toute la question de la loi, la nouvelle loi sur santé, sécurité et accidents de travail. Donc, ceux qui aimeraient émettre des commentaires ou qui ont des questions, s'approchez au micro, s'il vous plaît. Juste vous dire, avant que les questions commencent, que j'ai commis une erreur, je vais demander votre indulgence. Le règlement applicable pour l'industrie de la construction sur le représentant de prévention au comité de santé et sécurité a été publié. Maintenant, on a 3 documents, 3 colonnes, plus de 200 pages chaque document, donc un total de 600 pages. Je ne l'ai pas vu dans le lot et je m'en excuse. Mais le règlement, il est là. Toutefois, vous irez le voir, la quantité de temps desservi pour les comités santé et sécurité, les représentants à prévention, est nettement insuffisant par rapport à ce qui serait nécessaire et par rapport à ce qui étaient les revendications, notamment de la FTQ Construction. Donc, excusez-moi pour l'erreur, je vais faire les corrections qui s'imposent dans ma présentation, mais le règlement pour l'industrie de la construction, il existe, il est publié en ce moment. C'est beau, Daniel? C'est beau, oui. Maxime? Oui. Oui, micro. Oui, moi, j'avais une question. Tantôt, on a parlé d'assignation temporaire. L'assignation temporaire, là, c'est régi par l'article 179 de la LATMP. Est-ce qu'elle existe encore? Les 3 questions, les 3 fameuses questions qu'il y avait sur l'assignation, est-ce que ça existe toujours? C'est toujours d'actualité?
Oui, l'assignation temporaire, elle est maintenue. C'est en fait sur le paiement que c'est modifié. Donc, l'employeur peut soit payer comme il le faisait, donc le plein salaire, ou il peut choisir de payer seulement les heures qui sont effectivement travaillées. Donc, par exemple, on a une assignation temporaire à 25 heures semaine. Il va payer 25 heures. Puis la CNSST va compenser pour le reste en versant l'IRR, mais là encore, c'est à 90 en tenant compte du maximum annuel assurable. C'est beau. Fait que l'assignation comme telle, elle est restée comme elle est. Là. Quand Ouais. quelqu'un arrive, il faut que le médecin réponde aux 3 questions. C'est beau. Après ça, dans la loi, la LSST, est-ce que l'article 49 n'a pas été touché? L'article 51 n'a pas été touché non plus. L'article 49.2 qui dit que le travailleur doit travailler sécuritairement pour voir à ne pas se blesser pour son intégrité physique et psychique, c'est encore là. L'article 51.3 qui dit que les façons de faire, puis les cadences, puis les procédés, c'est la responsabilité du boss, mais ils doivent être sécuritaires. Ça non plus, ça n'a pas été touché à ce que je vois. Bien, l'article 51 a été modifié, l'article 49 a été modifié. Maintenant, ça n'enlève pas les obligations et des travailleurs d'assurer leur propre sécurité, ni non plus de l'employeur de mettre en place des mesures qui vont garantir la santé et sécurité de ces travailleurs-travailleuses. Donc, ces aspects-là n'ont pas été modifiés. Et dans l'article 51, essentiellement, le changement, c'est la notion des risques psychiques et de la violence. C'est beau. Puis 51-11, là, la formation, ça restait là. Ils n'ont pas touché à ça, il n'y a rien. Il y a juste ce que tu viens de dire qui a été modifié dans l'article 51. Pour l'article 51, oui. C'est beau, merci. Juste préciser pour l'assignation temporaire, c'est que le médecin aussi, la différence, c'est qu'il va devoir identifier des limitations fonctionnelles temporaires. Donc, ça, c'est un des ajouts quand même à ce que le médecin doit faire. Moi, en tout cas, dans mon cas, sur les assignations qu'on avait, là, il marquait là, pas plus que 5 kilos, un bras, peut prendre des pauses. C'était déjà inscrit. Pour cette partie-là, moi, là, moi, c'était juste le restant, là, la 49, la 51, puis l'article 179, les 3 questions. Est-ce que le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail? Est-ce que c'est sécuritaire? Puis la 3e qui dit, est-ce que ça va aider à sa guérison? C'est l'article 179. Là, les 3 questions que le législateur avait mis au moment, il faut que le médecin. On sait que le médecin, il coche tout le temps oui, oui, oui. Il y a une boule de cristal parce que dans mon cas, moi, le travailleur, il ne sait même pas ce qu'il va faire quand il rentre dans l'usine. Je ne sais pas comment le docteur fait pour cacher oui. Là. On est contesté plusieurs, mais je les ai toutes gagnées là, par rapport à ça. Mais oui, les 3 critères sont encore dans la loi. C'est beau. Ben, ce qu'il faut comprendre aussi, par contre, c'est au niveau du paiement de l'assignation temporaire et principalement pour les travailleurs-travailleuses qui gagnent plus élevé que le salaire minimum assurable. Donc, mettons que mon salaire, c'est 110 000 par année. Le maximum assurable est 83 000. Et là, je fais de l'assignation temporaire, mais il faut que je passe mes après-midi à faire de la physiothérapie. Donc, mon boss, il me garde le matin, il me renvoie chez eux, puis il me dit, moi, je te paye juste le matin. Et là, il me paye. Mettons que ce qu'il me paye équivaut à 83 000 minimum assurable. Qui va me payer mes après-midi? Personne. Parce que la CSST va dire, ben moi, je vais te compenser, mais je vais te compenser jusqu'au maximum assurable. Et là, tu le reçois, ton maximum assurable. Donc, je risque de me retrouver en assignation temporaire, être forcé d'aller travailler par mon assignation temporaire, mais d'avoir moins de revenus que si je travaillais normalement. Donc, actuellement, si je gagne 110 000 puis que mon boss me fait faire de l'assignation temporaire, ben, je vais avoir 110 000. Il va me payer ma paye intégrale. Mais dans l'avenir, c'est loin d'être clair que je vais avoir ma paye intégrale. Et donc, l'incitatif que j'avais de faire de l'assignation temporaire, il est réduit beaucoup et ça risque d'être préjudiciable en termes de ma capacité de générer des revenus si je suis dans ce concept-là. Nous autres, ce qu'on vivait à l'intérieur là, de l'usine, là, chez Alimel, là, où je suis, c'est que, mettons que le gars revient en travaux progressifs ou il va là-bas, là, ben, le boss le prenait à sa charge puis il payait le 40 heures comme s'il travaillait parce qu'il ne voulait pas être imputé. Parce que là, quand il faisait mettre sa facture de CSST, ça faisait monter sa facture, fait qu'il aimait mieux le payer comme s'il était au travail. Nous autres, qu'est-ce qu'on vivait? Je ne sais pas si c'est partout pareil ailleurs, mais nous autres, c'est ça qu'on avait. C'est souvent ça qui se passe aujourd'hui. Effectivement, il y a un avantage à ce que l'employeur te mette en assignation temporaire parce que ça diminue au bout de la ligne son imputation puisqu'il n'y a pas d'IRR de verser. Maintenant, dans l'exemple que je viens de vous donner, s'il n'y a pas plus d'IRR de verser parce que j'ai mon maximum assurable, l'employeur,
ça devient neutre pour lui. Là. Il ne sauvera pas plus d'imputations en me payant pas au complet. Et donc, rendu là, il y a plusieurs employeurs qui risquent de dire je n'ai pas besoin de te payer au complet. Et ça n'aura pas d'impact au bout de la ligne sur ma cotisation à la CNESST. Donc, qui est perdant? Le travailleur, la travailleuse. Oui. Oui. Bonjour, Stéphane Allard, CFP 3300. Vous avez parlé tantôt d'un tableau avec 3 colonnes là, où que vous commentez les points dans la loi. De quelle façon qu'on peut l'obtenir? Bien, Annie, ouais. En fait, pour tous ceux qui veulent le 3 colonnes, là, ce ne sera pas nécessairement un document qu'on va rendre public sur le site, mais si vous le voulez, juste m'écrire soit au service de la santé et sécurité ou sinon mon adresse est alandry@ftq.qc.ca. Donc, alandry@ftq.qc.ca, puis je vais vous transmettre le 3 colonnes. Avec plaisir. Est-ce que je me trompe ou est-ce que la CNESST a mis aussi un… Il y a un lien CNESST, ça, on pourra le mettre, le lien peut-être sur la page du colloque, là, où elle fait aussi le bilan de tout ce qui a été mis dans le PL 59, un petit comme résumé, mais il faut mettre le lien parce que si on fait une recherche à partir du site de la CNESST, bonne chance pour le trouver. Super. Jean-Pierre. Oui, simplement un petit commentaire sur l'assignation. La disparité salariale qui peut être créée, selon moi, là, va créer des situations où les travailleurs, face à un manque à gagner, vont aller se faire consolider plus rapidement. Ça, c'est l'effet là, pervers que je peux penser. Parce que dans certains cas, ça ne sera pas juste 4,95 de moins par semaine. Là. Ça peut être de façon très, très, très significative. Puis, j'ai l'impression que les gens vont dire, écoute, je veux retourner à mon travail normal. Donc, l'employeur va dire, ça prend un rapport final qui consolide sans séquelles. Alors, voilà. Excellent. Merci. Oui, très bonne observation. Je vais prendre le micro devant moi. Oui, toi. Okay. Vous avez parlé tantôt, je comprends que ça peut être des questions d'interprétation que vous n'avez pas vécues jusqu'à maintenant. Vous parlez de groupes de plus de 20 employés. J'aimerais savoir, c'est quoi pour vous votre définition de groupe? Là? Nous, notre réalité, là, 110 établissements séparés par environ 500 services, séparés par au-dessus de 2000 unités administratives, séparés par 90 titres d'emploi. Il est où ton groupe là-dedans pour toi? Bien, on va attendre de voir si l'employeur décide d'y aller dans le concept de multi-établissement ou pas. Maintenant, donc, s'il ne va pas dans le concept de multi-établissement, chaque adresse physique qui contient des travailleurs devient un établissement. Mais s'il va dans le concept de multi-établissement et qui regroupe des établissements ensemble, bien, ces établissements regroupés deviennent un seul établissement. Et donc, et là, ça fait abstraction des 90 classifications, etc. Donc, tous les travailleurs, travailleuses qui se retrouvent dans cet établissement-là forment le groupe. Et c'est ça qui va déterminer le nombre d'heures de comité santé-sécurité et le nombre d'heures de représentants à la prévention. Donc, dans l'exemple que tu m'as donné, ben, si tu additionnes l'ensemble de tous les travailleurs de tous les établissements et que l'employeur dit « je fais un seul établissement », ça va être ça. Le groupe et l'établissement, c'est ça qui va driver combien d'heures de représentants en prévention et combien de comités santé-sécurité vous allez pouvoir avoir par année. Mais si je comprends, c'est qu'il pourrait y aller dans l'autre sens aussi. C'est l'employeur qui va décider s'il va en termes de multi-établissement ou pas. Et le seul critère qu'on peut voir là, qu'il doit considérer, c'est est-ce que ça va permettre la structure administrative ou géographique qu'il met en place là, pour son multi-établissement, est-ce que ça va permettre aux représentants en prévention d'exécuter son mandat de façon correcte? Et là, ben, ça veut dire quoi, ça? C'est pas clair. Et donc, on peut très bien imaginer que les syndicats, les travailleurs, travailleuses vont avoir une vision différente de ce que l'employeur a pour, c'est quoi, accomplir ton mandat de façon correcte. Une petite question, je ne suis pas plaideur, je ne parlerai pas non plus. En incorporant, dans le fond, l'arrêt Caron au niveau des lois, là, ça ne vient pas affaiblir cet arrêt-là?
En fait, l'enseignement, il est là, il y a une obligation d'accommodement raisonnable. C'est sûr que tant qu'on n'a pas une disposition de la loi, ça peut s'interpréter, donc ça peut être le plus large possible, étant donné que ce sont les enseignements de la loi. Mais là, dans ce que je vois, j'avoue que je n'y ai pas assez réfléchi. Il faudrait voir comment les dispositions. Moi, le seul effet négatif que je vois, c'est par rapport au fait que ça devient une obligation pour les travailleurs. Est-ce qu'on aurait pu penser à certaines situations où le travailleur a le choix d'être accommodé ou de préférer rentrer dans un processus de réadaptation professionnelle, par exemple? Mais ça serait à réfléchir peut-être à ce que ça fait de mettre dans la loi. C'est sûr qu'on vient limiter parce que maintenant, on a les articles qui édiquent ce que les tribunaux vont appliquer. Est-ce que si on se rendait compte que ça limitait la portée de l'arrêt Caron, ça pourrait être contesté peut-être? Faut voir aussi l'impact que ça a, l'obligation de retour au travail. Souvent, là, on avait des travailleurs, disons, près de la retraite, accident de travail, maladie professionnelle, limitation fonctionnelle, et là, OK, on va s'entendre pour te faire tomber à la retraite. Et là, tu vas avoir le droit à la réadaptation de la CNSST. Et là, tu vas avoir le droit à ton année de recherche d'emploi qui va t'amener jusqu'au jour de la retraite ou des fois, tu vas même pouvoir maintenir ton IRH jusqu'à 68 ans. Bien là, ça ne se fera plus. Ça ne pourra plus se faire comme ça parce que la CSST dit non, tu as l'obligation de retourner là, avant ton 2 ans, là, je te rentre là. On n'a plus l'option de dire ouais, à cause des limitations fonctionnelles, on va prendre un autre chemin. C'est-à-dire qu'il faut le ramener dans l'usine. Et là, ça va avoir des conséquences. J'ai monsieur le chandail rouge et après ça, il y a François à l'arrière et il y a Stéphane. Bonjour, Dan Ouellette, président de la section locale du 44. Écoute, d'Unifor, à la lumière de ce qu'on a pu voir ce matin, là, puis la constatation que je peux faire, c'est que là, on est en train de dire aux travailleurs, au lieu de t'en aller en CSST, parce que ça va être complexe au niveau tout ce qui entoure la complexité de la CNSST avec ce que le ministre vient de faire, on va vous envoyer, les travailleurs vont se diriger vers les assurances collectives. Donc là, comment qu'on va se mettre en action pour éviter que les gens, c'est les travailleurs qui vont payer pour ce projet de loi-là que le ministre vient de nous garrocher dans les dents. Les travailleurs vont dire c'est trop complexe, je m'en vais en assurance collective, c'est trop con. Qu'est-ce qu'on va faire en tant que syndicat? Je voudrais vous entendre là-dessus. Cette réalité-là que tu décris, Dan, existe déjà. Hein? On a plusieurs milieux de travail où il faut constamment rappeler aux travailleurs de dire non, réclame à CSST. Puis des fois, juste pour des portions de la chose. Par exemple, les pilules. Hein? Combien de travailleurs, plutôt que de réclamer les pilules à CSST, vont tout simplement à la pharmacie avec leur carte d'assurance puis cliquent. Bon, mais qui paye pour les pilules? Rendu là, c'est plus le boss, c'est nous autres. C'est les travailleurs, travailleuses et en partie les employeurs, mais la plupart du temps, les travailleurs payent une partie de leur assurance collective. Puis à tous les années, ça augmente. Donc, plus qu'on consomme des pilules, plus ça augmente. Puis voilà. Fait que c'est clair que le projet de loi tel qu'il est fait là va inciter davantage. Fait qu'on va avoir du travail encore plus fort à faire pour convaincre nos gens de dire non, il faut aller vers la CSST. Puis des fois, à cause de tous les nouveaux règlements et de la capacité réglementaire de la CSST, on ne se retrouvera pas nécessairement vraiment mieux par la CSST que par un principe d'assurance. Je vous donne la surdité, par exemple. Aujourd'hui, on arrive à faire défrayer des appareils auditifs de qualité aux travailleurs, travailleuses qui sont atteints de surdité professionnelle. Ça fait des années que la CNSST veut nous amener à la RAMQ. C'est-à-dire que si tu n'es pas assuré au Québec, la RAMQ va te fournir un appareil auditif si tu en as besoin. Mais la qualité de l'appareil auditif fourni par la RAMQ, il est nettement en deçà de ce qu'on est capable d'avoir par la CNSST. Dorénavant, dans l'avenir, la CSST va dire « Moi, je fais un règlement, puis mon règlement, c'est la RAMQ. » Et donc, même si c'est un accident de travail, et nonobstant le compromis de Mérédith dont Maxime a fait référence tantôt, ça veut dire que même si tu es un travailleur victime, on va te limiter à ce qui est applicable à toute personne au Québec qui ne serait pas victime d'un accident de travail, tu vas avoir la RAMQ.
Le travailleur qui dit « Ouais, ben là, moi, je m'en vais voir la RAMQ, me fournir ses appareils, ne m'ostine pas de personne. » Ou ben non, je m'en vais réclamer à CSST, ça va être une bataille juridique d'1 an et demi pour finir avec le même appareil de la RAMQ. Qu'est-ce qu'il va choisir? Il y en a qui vont être portés de choisir le chemin qui va sembler être le plus facile. Maintenant, dans les milieux syndiqués, on va continuer d'être là pour faire cette promotion-là, puis intervenir. Dans les milieux non syndiqués, qu'est-ce qui va se passer? Ça va-tu être justement un transfert incroyable de fonds vers les poches des travailleurs et travailleuses plutôt que d'avoir les employeurs qui payent le coût des accidents de travail? Parce que c'est sûr que c'est un incitatif à dire « je m'en vais sur l'assurance, c'est pas mal moins de troubles ». Mais au bout de la ligne, c'est collectivement nous autres qui payent au lieu d'être les employeurs qui devraient payer. François? Oui. Une question sur un sujet très sensible, celui de la surdité qui nous vient de Guy Caplette. Il veut savoir d'abord, c'est en plusieurs volets, je vous les donne en rafale. À quel moment les différentes dispositions vont entrer en vigueur pour ce qui est de la surdité? Est-ce que le diagnostic qui est posé avant l'entrée en vigueur, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ensuite, est-ce que le critère de bilatéralité est maintenu? Et voilà, ça fait le tour. Je peux y aller? Tu peux y aller. Ben, pour l'entrée en vigueur, c'est qu'on va être en attente d'un règlement. Donc, on ne le sait pas. Puis sur la bilatéralité, ça a été un recul sur un recul, là, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure. La version initiale prévoyait effectivement qu'il fallait avoir une atteinte égale aux deux oreilles. Ça a été tassé. Mais après ça, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le règlement? C'est un mystère. Bien, c'est ça. Est-ce que ça a vraiment été tassé, là? Ça, c'est pas clair. Parce qu'ils doivent revenir avec un règlement qui va dicter à l'avenir. Donc, est-ce que ce règlement-là incorporera des éléments sur lesquels le ministre, en théorie, a reculé? Là? Peut-être. Fait que c'est vraiment quand on va voir le règlement qu'on va le savoir. Quant aux réclamations qui sont déjà acceptées, une loi n'a pas une portée rétroactive. Donc, ça ne changera pas les réclamations déjà acceptées. Par contre, si je fais une réclamation la semaine prochaine, ben là, je tombe dans un nouvel environnement. Et puis, on ne peut pas encore vous préciser de façon claire ça va être quoi, parce que le règlement, on ne l'a pas vu encore. C'est correct, François? Stéphane? Oui, bonjour. Ça se fait spécial de nous revoir dans la vraie vie tous ensemble, puis pas en face à un ordinateur. Tu sais, mon hamster il marche beaucoup, là, Daniel et Maxime. Tu sais, au niveau de moi, je m'occupe plus de la réparation. Au niveau de la prévention, dans le fond, dans les comités, tu sais, nous, moi, je faisais pas partie des groupes prioritaires. Moi, je viens du secteur municipal. On n'avait pas le droit nécessairement au comité SST, nos représentants en prévention. On avait le droit aux autres mécanismes. Mais tu sais, on se basait tout le temps quand même sur la loi quand on arrivait en négociation pour, tu sais, comme se mettre une balise. Mais là, si je comprends, puis là, c'est une réflexion, on réfléchit ensemble, on est là pour ça. Il va falloir qu'on se batte par rapport à nos autres enjeux de négociation pour nos gains qu'on va vouloir avoir en santé et sécurité. C'est sûr qu'un RP dans une convention, c'est peut-être moins sexy que genre un représentant grief ou quoi que ce soit. C'est là aussi, il va falloir, tu disais tantôt, la mobilisation, puis nos actions, il va falloir qu'on les fasse concerter ensemble pour justement comment on va travailler pour avoir peut-être des gains communs aussi. Puis, je sais, moi, je regarde ma définition de mon comité santé-sécurité. Je n'ai pas à m'en faire que dans la loi, là, parce que l'employeur, il y a des affaires qu'il ne voulait pas. Là. C'est ça aussi, on parlait, je regardais encore le planning de la rencontre, on parle de l'avenir. On parle de l'avenir aussi. Là, hier, on a parlé aussi des éléments de la COVID. On parle aussi du télétravail. Dans le fond, on va avoir encore, je pense, plusieurs rencontres qu'il va falloir qu'on fasse pour pouvoir justement prévenir nos travailleurs dans nos milieux de travail, parce que sinon, les employeurs, ce n'est pas eux autres qui vont le faire. Ce n'est pas eux autres qui vont pouvoir, au contraire, ils vont vouloir sauver de l'argent. Puis, en tout cas, je pense qu'on va avoir encore beaucoup d'heures de travail. Puis, au niveau même des heures de libération, c'est tout ça. En tout cas, j'anticipe l'avenir de manière positive. Puis je suis tout un positif, ça, c'est mon côté, ça ne paraît pas de même. J'ai de l'air bête, là, mais je suis positif quand même dans ça. Bien que voir comment. Quoi?
Ah, j'ai vieilli, regarde, je commence à avoir des poils blancs, là, tu sais, toute cette quête, là. Mais c'est ça, je voulais voir comment vous voyez ça, là, comment on va travailler de manière concertée. Tu sais, tu disais tantôt, les travailleurs non syndiqués, ben, c'est notre job aussi à les syndiquer, puis à donner un nouveau branding à notre syndicalisme. Puis ça, un jour, on va peut-être avoir les états généraux, là, tu sais, ça, c'est une autre affaire. Mais tu sais, c'est à nous aussi d'aller chercher ces travailleurs-là, puis pouvoir les représenter, là, pour qu'on puisse les défendre. Mais en tout cas, je veux voir avec vous comment, tu sais, la juriste et le représentant syndical aussi, comment votre vision de l'avenir. Ben, moi, ma vision de l'avenir par rapport à cet enjeu-là, c'est quelques années de bataille parce qu'on ne peut pas accepter ça. Maintenant, au niveau des conventions collectives, ben, effectivement, il y a une réflexion à faire parce qu'il y a un grand nombre de conventions collectives, par exemple, qui dit on a le droit, même si je n'étais pas propriétaire, une clause qu'on voit souvent, c'est on va avoir un comité de santé et sécurité dont les mandats et la fréquence des rencontres vont être prévus à la loi. Bien là, la loi vient de changer, fait qu'on vient de diminuer avec la loi. Plusieurs conventions collectives disent on a un représentant en prévention, le nombre d'heures du représentant en prévention est celui prévu par règlement. Fait que là, actuellement, le règlement il disait mais là, il vient de baisser de 3/4. Fait que est-ce que j'ai intérêt, comme groupe, à dire on va améliorer notre clause de convention collective, on va settler dans notre convention collective le nombre de rencontres, le nombre d'heures, les mandats qu'on donne à ces personnes-là? Oui, on a intérêt à le faire. À cette heure, c'est-tu sexy de faire ça? Ah, pas toujours. Hein, on le sait, là, quand vient l'offre finale, puis que là, tu as 40 cents d'augmentation de l'heure, puis tu laisses tomber ta clause en santé-sécurité, c'est fort possible que les travailleurs sautent dessus pour le 40 cents de l'heure. Tu sais. Fait qu'on a beaucoup d'ouvrages qu'il va falloir faire. Quand je vous disais tantôt qu'à mon sens, il faut assurer la maison avant d'assurer le cabanon, on va avoir beaucoup de travail à faire pour faire comprendre à nos membres que c'est bien une pièce de l'heure, là, mais une pièce de l'heure en chaise roulante, ça vaut rien. Donc, rendu là, comment est-ce qu'on s'attaque à ça? Fait que pour moi, c'est des années de combat pour arriver à, d'une part, récupérer ce qu'on vient de perdre, et deux, faire ce qu'on voulait faire, c'était d'améliorer tout ça, et non pas juste de le couper. C'est vraiment ingrat, puis c'est comme vous l'avez mentionné, non seulement on a des nouvelles réalités à prendre en considération, mais en plus, il va falloir se battre pour avoir une meilleure prévention au sein des milieux de travail, ce qui est un non-sens. Le fait qu'ils rendent la CSS, la santé et sécurité du travail négociable, c'est inacceptable là, en soi. Fait que c'est clair, après ça, comment... Ouais, ça va être des gros défis. Puis par rapport à la judiciarisation, je veux dire, il y a des gens dans la salle ici qui nous écoutent probablement qui ont écrit des pans de jurisprudence parce qu'ils ont été actifs devant les tribunaux administratifs depuis des dizaines d'années. Et ça, là, ça vient de tomber à l'eau. Quand on réussissait, par exemple, à faire en sorte qu'un 4 roues va être adapté pour que le travailleur accidenté puisse continuer de s'occuper lui-même de son terrain avec son 4 roues plutôt que de recevoir un chèque de 3 000 $ qui ne couvre pas l'ensemble de ses besoins. Ça, on le gagnait, là, on ne le gagnera plus. Et là, il va falloir aussi déterminer les nouveaux mots qu'ils ont mis dedans. Quand Maxime disait, par exemple, là, ils l'ont amené au singulier pour une mesure de réadaptation. C'est quoi l'impact? C'est sûr que les juges vont nous dire le législateur n'écrit pas pour rien dire. Et là, comme il a changé le texte, l'ancienne décision est plus bonne. Il faut en avoir des nouvelles. Donc là, on a pour des années aussi de ça, de bataille juridique pour comprendre et déterminer quels seront les courants majoritaires d'application de cette nouvelle loi-là. Fait qu'on n'a pas fini. On va prendre, c'est un sujet qui est passionnant. Je pense qu'on pourrait en parler pendant de longues heures. J'en parle souvent de longues heures, mais on va prendre le dernier intervenant. C'est bon. Je m'appelle Olivier. Moi, j'ai une question par rapport au multi-établissement. Je trouve que ça fait large. Mais mettons, je vais donner un exemple. On est 5 abattoirs de porc. Puis, il y a aussi dans la filière des abattoirs de poulet, tout ça. Est-ce qu'ils pourraient toutes regrouper ces entreprises-là ensemble, parce que c'est le même employeur, pour faire les CSS? Dire, ma compréhension, c'est que le multi-établissement vise des établissements qui ont des activités de même nature. OK. Mettons juste le porc. Ça, c'est pas clair. Tuer une bête, y a-t-il une grosse différence entre un porc? Je comprends qu'il y a une grosse différence entre un porc et un poulet, là, mais en termes d'activité économique de l'entreprise, là,
abattre un animal, le portionner pour qu'il soit vendu, est-ce que c'est une réalité économique si je suis une usine de porc ou si je suis une usine de poulet? Peut-être pas. OK. Je comprends que nous autres, on va dire, ah, c'est pas pantoute la même affaire, mais pour l'activité économique, j'ai 2 usines de papier, une qui fait de la pâte de tel type, l'autre qui fait de la pâte de tel autre type. Est-ce qu'au bout de la ligne, ils font tous les deux de la pâte? Oui. J'ai 2 mines, une de fer, une de titane. Au bout de la ligne, c'est un trou dans lequel on va chercher du... Oui. Fait que ça avec, il va falloir le définir, mais pour l'instant, il faut le regarder sur un aspect de critère de définition économique. Est-ce que c'est une même activité économique qui est visée dans ces établissements-là? Juste pour continuer là-dedans, mettons, les établissements, ils ont des syndicats différents. Mettons, CSN, TUAC, Teamster. On fait comment? Mettons qu'ils regroupent, on fait comment? Là, ça va être... de la manière que je le vois, c'est de créer de la chicane interne entre les syndicats, là. Ça, c'est rien d'autre, là. Il va falloir vraiment se parler entre nous autres avec, mettons, la CSN, Teamster, tout ça, pour savoir qui va faire la job. Bien, effectivement, dans un concept de comité santé-sécurité multi-établissement et de représentants à la prévention multi-établissement, s'il y a 3 ou 4 syndicats qui sont présents, bien, ça va sous-entendre des débats entre ces 3 ou 4 syndicats-là pour savoir comment on va nommer la représentation sur le CSS et ça va être qui le représentant en prévention. Tu sais, si tu as un Teamster, un CSN, 2 FTQ, et là, peut-être qu'au bout de la ligne, il faut qu'on en choisisse un pour être représentant en prévention. Des heures de discussion. Là. Et au bout de la ligne, bien, il y a un processus prévu de dire si personne ne s'entend, voici comment on va faire ça. Mais ça, ce n'est pas garant que si on applique ça intégralement, que tout le monde autour de la table va se déclarer satisfait et qu'ils vont tous travailler en collaboration. Fait que oui, on peut imaginer qu'il risque d'avoir des tensions entre différents groupes qui vont paralyser en partie, ou peut-être même beaucoup plus qu'en partie, l'activité en santé-sécurité et en prévention dans ces milieux-là. Okay. Fait que dans le fond, la solution, ce serait de le négocier pour s'assurer d'être, on va dire, indépendant de cette loi-là. Oui, mais là, ça sous-entend une concertation parce que toi, dans ta convention, tu négocies telle affaire. Le Teamster de l'autre bord, il négocie telle autre. Lui avec, il va se négocier. Là, il va dire, hey, pas plus fou qu'un autre. Et là, la résultante, le boss, il ne dira pas, ben, OK, là, vous êtes 4 syndicats dans 8 usines, fait que je vais avoir 22 représentants sur le CSS parce que je veux. T'sais, on sait que l'employeur va dire non. Et puis là, il n'y aura pas 4 représentants en prévention. En tout cas, peut-être, dans certains cas, peut-être qu'on va être capable de l'imposer par la négo, mais pas nécessairement partout. Okay. Merci. Alors, merci beaucoup, Maxime et Daniel. C'était super intéressant. Merci beaucoup. Une bonne bénédiction.